Nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci à toutes. Oh, je pense que je vais enlever une main. À toutes et à tous d'être présents ce soir. Buenas noches, gracias a todas y todos por estar con nosotros esta noche. Mon nom est Geneviève Desrivières et je suis responsable de l'Institut France-Amérique latine et Caraïbes à France-Amérique. J'aimerais saluer M. Dominique Michelet, qui est avec nous et qui est président de l'Association des Amis du Mexique. Et ainsi qu'il y a quelques-uns des membres qui sont présents ce soir avec nous. Merci d'être avec nous. J'aimerais saluer aussi la présence de l'ambassadeur Philippe Bastelica. L'ambassadeur Bastelica est le secrétaire général de la Semaine de l'Amérique latine qui a lieu chaque année, depuis plusieurs années, et qui se tiendra cette année du 26 mai au 11 juin. Partout en France, n'est-ce pas? Partout en France et dans quelques pays d'Amérique latine. Et dans quelques pays d'Amérique latine. Excellent. Alors, merci d'être avec nous. J'aimerais saluer les journalistes qui nous accompagnent. On a quelques journalistes qui s'intéressent à l'Amérique latine et qui sont avec nous ce soir. Nous sommes heureux à France-Amérique que France-Amérique ait pu reprendre ses activités en présentiel. C'est assez récent. Et à compter du mois de mars, on aura le bonheur de pouvoir avoir une petite réception après nos conférences. Et ça nous fera un grand plaisir de pouvoir échanger plus longuement après nos conférences. France-Amérique est une des plus anciennes associations de France. Elle a pour vocation d'approfondir les liens entre les Amériques et la France et de débattre sur des questions d'intérêt telles que le thème de cette conférence ce soir qui nous intéresse, le Mexique. Le Mexique continue d'être un pays qui fascine. Il faut se rappeler que c'est le pays le plus visité en Amérique latine, avec 45 millions de visiteurs, de touristes en 2019. C'est la 7e destination touristique au monde. Le Mexique fait partie des plus grandes économies du monde, avec une population de 126 millions d'habitants. Il s'agit du 2e plus grand marché en Amérique latine après le Brésil. C'est un pays très industrialisé, mais aussi très riche en agriculture. Et vous allez voir souvent dans les supermarchés des produits issus du Mexique. Et aussi les ressources naturelles et le pétrole. Le Mexique est un pays qui a toujours été ouvert aux investissements étrangers, dont plus de 40% viennent des États-Unis. Alors, le Mexique, c'est un peu la même réalité que le Canada, finalement. On est deux pays qui vivent aux côtés d'un éléphant et l'interdépendance économique est encore très vivante. Le Mexique est d'ailleurs devenu le premier partenaire commercial des États-Unis devant le Canada et évidemment devant la Chine en 2021. Le Mexique serait plus prospère s'il n'était pas un pays avec le plus haut taux d'homicides au monde, dont près de 80% sont reliés au narcotrafic, qui lui-même répond à une demande insatiable qui continue de la part des États-Unis, des populations aux États-Unis et des populations en Europe. Demande de produits narcotiques qui ne sont pas produits au Mexique normalement, mais qui transitent par le Mexique. La plupart de ces produits viennent de l'Amérique du Sud, dont principalement, comme vous le savez, la Colombie. Malgré les efforts déployés depuis des décennies par les administrations précédentes et par le gouvernement actuel du président Andrés Manuel López Obrador, la violence et le crime organisé persistent. Le pouvoir des cartels de la drogue n'a pas diminué, malgré les réformes faites
par les gouvernements précédents et aussi par le président actuel. Il ne faudrait pas non plus oublier que le Mexique a été, après le Brésil, le pays le plus affecté par la crise COVID, avec 300 000 décès. En comparaison, en France, les derniers chiffres, c'est 131 000 décès. Nous échangerons avec nos invités sur ces questions et sur l'avenir du Mexique après la pandémie. Avant de commencer, j'aimerais rappeler qu'il est sans doute préférable de garder vos masques, ceux qui le peuvent. Et on a déjà rappelé que les téléphones portables devaient être mis en silence, en mode silence. J'aimerais signaler que la conférence sera par la suite accessible sur YouTube. Je voudrais mentionner que l'ambassadrice du Mexique en France, Mme Blanca Jiménez Cisneros, avait accepté de participer comme intervenante à ce débat. Elle a dû s'excuser il y a quelques jours en raison du silence électoral qui est entré en vigueur pour tous les représentants du gouvernement mexicain suite à l'annonce de la tenue d'un référendum révocatoire qui aura lieu en avril. Le peuple mexicain devra se prononcer sur la confiance qu'il apporte au président actuel pour continuer son mandat. Ce mandat doit durer 6 ans, donc se termine en 2024. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos intervenants. Philippe Deleur, vous êtes Senior Vice President ou vice-président senior pour les affaires publiques au sein du groupe Alstom. Vous connaissez très bien l'Amérique latine et vous avez des projets très importants au Mexique dont on parlera tout à l'heure et aussi ailleurs en Amérique latine. Sébastien Nieto Parra. Sébastien, vous êtes avec nous? Vous êtes d'origine colombienne, chef de l'unité Amérique latine et Caraïbes au Centre de développement de l'OCDE. Vous êtes le co-auteur du rapport Latin American Economic Outlook 2021, tout récemment publié au début février, en partenariat avec CEPAL, la CAF, l'Union européenne et d'autres partenaires. Cette étude fait état chaque année de la situation économique et sociale en Amérique latine. Je vous la recommande à tous parce que c'est vraiment très bien fait et très instructif. Un peu de publicité. Et elle est publiée en espagnol, en français, en anglais. C'est ça? Voilà. Jean-Jacques Kouriansky, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine au sein de la Fondation Jean Jaurès et chercheur associé à l'IRIS. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres et articles sur l'Amérique latine que je lis avec beaucoup d'intérêt. Christophe Ventura, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, professeur et aussi journaliste et un grand connaisseur de l'Amérique latine, connaisseur et passionné par l'Amérique latine. Alors, merci à vous d'être avec nous et nous allons commencer avec les questions que nous avons préparées. Alors, je change de podium. Voilà. Alors, on va parler en premier du président López Obrador. On a parlé qu'il y avait ce référendum qui allait se passer sur un vote de confiance, si vous voulez, sur sa présidence. Alors, on va parler du personnage et on va parler aussi du contexte. Alors, on sait que le Mexique subit une récession économique, comme plusieurs autres pays, en raison de la pandémie, mais disons que ça avait commencé un peu avant. Et aussi a subi une baisse de ses investissements. Évidemment, comme plusieurs d'entre vous l'ont constaté, de la dépense publique aussi. Malgré cela, le président López Obrador reste très populaire. La confiance est très élevée. Ça ferait rêver plusieurs chefs de gouvernement. Il a plus de 50% de popularité après 3 ans et demi au pouvoir. C'est notable, ça intrigue. Alors, j'ai pensé poser la question, peut-être on peut commencer avec Christophe Ventura. Quelle serait votre lecture de ce phénomène?
Merci Geneviève, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir pour cet espace de réflexion sur le Mexique et sur Andrés López Obrador. Oui, alors évidemment, penser le Mexique, ça nous invite à réfléchir à beaucoup de choses dont chaque chose nécessiterait à chaque fois une conférence et sont complexes dans leur articulation, mais c'est un pays quand même avec un profil assez marqué. Le Mexique, beaucoup de choses ont déjà été dites par Geneviève sur son rapport avec les États-Unis, etc. On y reviendra bien sûr. C'est un pays qui nous invite à penser aussi les relations un peu compliquées et parfois très contradictoires entre, disons, les indicateurs économiques macro qui peuvent être tout à fait performants dans bien des domaines, mais d'autre côté une société qui est quasiment parfois, certains observatoires, la formule n'est pas de moi, hein, mais de décomposition organique. Un pays qui est très difficile à gouverner, historiquement, pour des raisons que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, j'en suis certain, liées au passé politique, liées à la corruption, liées au narcotrafic, liées à tout ça, à la pauvreté. Vous en avez fait référence, Geneviève. Rappelons que nous parlons d'un pays où plus de 50% de la population est pauvre. Et cette pauvreté n'a eu cesse d'augmenter depuis à la fois l'arrivée de López Obrador, dit AMLO, mais aussi évidemment avec le Covid qui a exacerbé toutes les fractures qu'on va rapidement évoquer. On parle d'un pays où les inégalités sociales sont parmi les plus fortes d'Amérique latine. C'est pas peu dire, puisque le Mexique fait partie avec le Brésil et le Chili des pays les plus inégalitaires en fait, d'Amérique latine. J'ai un chiffre, je ne vais pas vous écraser de chiffre, mais 10% des plus riches au Mexique concentrent à eux seuls près de 55% de la richesse nationale, quand 50% des Mexicains et des Mexicaines n'en partagent que moins de 10%. Bon, voilà, et pourtant, je dis, il y a des contrastes avec des indicateurs macroéconomiques qui sont très bons, on va le voir au cours de la soirée, sur beaucoup de choses. Bon, on parle de ça. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut s'interroger, comme vous m'invitez à le faire, Geneviève, sur la personnalité et le travail et la popularité, puisque c'est le point de départ de notre réflexion. Alors, la récession mexicaine, elle a surtout eu l'année dernière, en 2020, où évidemment l'économie a plongé comme partout en Amérique latine. D'ailleurs, dans la moyenne latino-américaine, autour de 7-8% de récession. Cette année, il n'y a pas de récession, même si le Fonds monétaire international vient de revoir à la baisse ses prévisions sur le Mexique et l'Amérique latine. Maintenant, on est aux alentours de 2,4% pour 2022 de croissance attendue pour cette année. En tout état de cause, encore une fois, la situation politique, à mon avis, est la suivante. C'est un pays qui est très difficile à gouverner, le Mexique, parce que plus qu'ailleurs, peut-être, disposer du pouvoir politique n'est pas disposer du pouvoir en général. Quand on a le pouvoir politique au Mexique, on le partage de fait avec d'autres acteurs dont certains font partie du monde sombre de la criminalité, des narcos, etc., etc. Donc on n'a pas les mains libres pour faire tout ce qu'on veut quand on est au Mexique. Ça, c'est, je crois, le premier point qu'il faut avoir en tête. Le second, c'est que López Obrador est arrivé d'abord déjà avec un niveau de popularité absolument phénoménal pour le Mexique, et il est arrivé avec une telle popularité en 2018, à mon avis, sur un élément central. C'était une vague démocratique, c'était une vague au Mexique qui simplement voulait assainir le plus possible l'État, la vie politique, pour avoir quelque chose de présentable au Mexique. Et c'est ça qui a fait porter AMLO au pouvoir. Et je crois que ça reste ça qui explique aujourd'hui sa popularité très forte, puisqu'elle est effectivement à peu près aujourd'hui de plus de 60% d'opinion favorable au Mexique, malgré des réformes, on va le voir, qui ne sont pas franchement de grandes ruptures ou des changements bouleversants au Mexique. Mais peut-être que, cette popularité repose sur le fait qu'on a quelqu'un qui est au pouvoir qui est tout simplement manifestement honnête, et ça fait déjà une grande différence probablement avec beaucoup de ses successeurs et avec des pratiques politiques plus largement au-delà des individus qui ont dirigé ce pays, mais je veux dire la vie politique, la culture politique mexicaine liée aux difficultés avec tout ce qu'on s'est dit sur la criminalité, le narco, etc., la corruption et tout ça, eh bien il apparaît comme quelqu'un de plutôt honnête, et je crois que c'est quelque chose pour lequel il est remercié jusqu'à aujourd'hui, en tout cas au Mexique. C'est quelqu'un qui peut aussi bénéficier de l'échec structurel et durable de ses opposants. C'est quelqu'un qui peut compter aussi sur la disqualification assez profonde
encore jusqu'à aujourd'hui de ses opposants. Je pense à commencer par le Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, je pense au PRD qui ont raté au fond leur rencontre, enfin en tout cas le PRD, le PAN aussi, le Parti d'action nationale, avec le pouvoir, qui ont raté leur rencontre avec la population en matière justement d'assainissement de la vie démocratique, de lutte contre la corruption, etc. etc. Et López Obrador semble encore bénéficier, encore aujourd'hui, d'un relatif soutien parce que ce qui caractérisait la vie sous ces partis, eh bien, n'est pas ce qui caractérise la vie du Mexique sous son gouvernement et son parti, même si, encore une fois, rien n'est tout à fait rose, mais jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, il bénéficie de cela. Il bénéficie aussi auprès d'une partie de la population qui est peut-être à chercher moins dans les catégories disons, à haut revenu ou hautement diplômés ou les élites financières économiques mexicaines, plutôt dans les populations plus populaires, plus de l'intérieur. Il bénéficie manifestement, disons, d'une opinion favorable qui est liée aux petites choses qu'il a aussi pu mettre en place depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Elles ne sont pas complètement inexistantes. Je pense en matière de comment dirais-je, de minima sociaux, d'augmentation du salaire minimum qui va augmenter de 22% en 2022, même si l'essentiel va être rogné probablement par l'inflation qui est elle, autour de 7-8% pour cette année. Il y a des minimums sociaux qui ont été mis en place, il y a un système de sécurité sociale, un filet ou du moins universel et gratuit qui vient remplacer un système finalement d'allocation à des populations en fonction de leurs revenus. Il y a des choses comme ça qui semblent lui bénéficier et dans un pays confronté encore une fois à, disons, parmi les choses les pires auxquelles on peut être confronté quand on est dans un État, avec un État qui est quasiment failli, qui en tout cas, je vous dis, des compositions organiques, la formule est en tout cas à réfléchir, elle fait mouche, et bien dans ce contexte-là, eh bien on peut penser que ce que je viens de dire font partie des éléments qui, ajoutés, imbriqués les uns aux autres, expliquent cette relative consolidation de López Obrador au pouvoir. On pourrait bien sûr, mais je ne vais pas avoir à le faire faute de temps, parler sur son style personnel, la manière qu'il a d'envisager son rapport à la population dans son exercice quotidien de la politique, etc. Mais je pense que s'il faut s'intéresser aux raisons structurelles qui nous amènent à essayer de comprendre ce phénomène López Obrador, eh bien, je crois qu'il y a de cela et c'est ça qui explique sa relative résistance à l'érosion dans un pays où être et faire déjà ça, manifestement, c'est peut-être déjà beaucoup dans le contexte local. Merci Christophe. Jean-Jacques, voulez-vous ajouter quelque chose sur le personnage? Alors, ajouter, je ne sais pas, mais essayer d'avoir un petit complément concernant le profil personnel du personnage. On a vu le contexte, un contexte qui était porteur pour un personnage présentant une alternative crédible. Encore faut-il que ce personnage existe. Dans le cas de Manuel López Obrador, c'est quelqu'un qui n'est pas surgi du néant. Et il a un certain nombre de qualités qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Alors, qualité personnelle, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille assez modeste, d'origine espagnole, de la province, donc de l'État de Tabasco, dans le sud du Mexique. Alors, tous ces éléments ne sont pas anodins parce que ça permet de comprendre un certain nombre de décisions, de propositions, de réformes qu'a faites Andrés Manuel López Obrador, notamment les investissements dans le sud du Mexique, la région dont il est originaire et qui est une région particulièrement déprimée au Mexique. Il a été en contact, son premier travail a été de suivre l'Institut des chargés des populations d'origine indigène dans sa région d'origine, ce qui explique là aussi sa sensibilité particulière pour cet élément historique qui ressurgit assez souvent dans ses propos. Et à partir de ce moment-là, il a suivi une carrière politique assez intéressante, d'abord au PRI, au Parti révolutionnaire institutionnel, qui a un certain nombre d'idéaux issus de la révolution mexicaine que l'on retrouve également aujourd'hui dans les discours du président AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Il a suivi ensuite Cuauhtémoc Cárdenas, ceux qui ont fait scission
à la fin des années 80, pour protester contre la fraude électorale et fonder une nouvelle formation politique, le Parti de la Révolution démocratique, et ensuite, constatant l'échec de l'impasse dans laquelle se trouvait ce parti, donc il a été l'initiateur du MORENA, le mouvement de rénovation nationale, avec lequel il a gagné les dernières élections présidentielles. Dans ce contexte-là, il a occupé un certain nombre de responsabilités, la plus importante ayant été celle de maire de Mexico. Il a été élu donc en 2000, un maire qui avait une gestion très particulière. Il faisait des conférences de presse à 6 heures du matin tous les jours, donc il a contraint les journalistes à se lever de bonne heure pour faire un état direct de sa gestion. Il a refusé de voyager à l'étranger, donc c'est un élément qu'on retrouve également aujourd'hui, alors qu'il est président de la République fédérale mexicaine, dédiant l'argent ainsi épargné aux politiques sociales de la mairie de Mexico. Il a été 3 fois candidat à la présidence de la République, donc je dirais c'est quelqu'un qui a une expérience politique assez forte, un contact facile avec les gens d'en bas. Il a été donc l'élu d'un élu de province, donc un élu issu d'une famille particulièrement modeste, et il est toujours, depuis qu'il a été élu, en campagne électorale. Toutes les semaines, il visite 2-3 endroits différents à l'intérieur du Mexique, et tous les matins, alors les conférences de presse en tant que président, je crois, elles sont à 7 heures, elles ne sont plus à 6 heures du matin. Donc c'est ce qu'il appelle les mañaneras, et donc là il expose un petit peu, il fait le compte-rendu de sa journée précédente, de ce qu'il va faire dans la journée suivante, et donc il a donc cette espèce de campagne permanente qui permet de comprendre aussi quelque part sa popularité, c'est-à-dire les gens peuvent le voir, peuvent le toucher. Et il a tenu absolument, en dépit de l'épidémie du coronavirus, à poursuivre ses contacts avec la population, ce qui fait qu'il a été, je crois, à 2 reprises touché par la pandémie. Donc ce sont des éléments hors contexte, mais ce sont des éléments qui concernent son profil, qui permettent de comprendre pourquoi il a été le personnage qui correspond au contexte d'aujourd'hui. Merci, ça nous éclaire encore plus. Peut-être que je vais parler maintenant de la diversification des échanges économiques pour le Mexique. Hein. Comme j'ai expliqué dans l'introduction, le Mexique dépend fortement des États-Unis. Plus de 3/4 de ses exportations y sont destinées. Ça serait intéressant de savoir si la guerre économique qui sévit entre la Chine et les États-Unis pourrait mener les États-Unis à intensifier leurs échanges commerciaux avec le Mexique. Et aussi, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'échanges commerciaux entre le Mexique et le reste de l'Amérique latine et même l'Europe, en dépit des nombreux accords de libre-échange qui ont été signés, dont l'accord avec l'Union européenne, hein, qui a été signé au début des années 2000, et puis aussi il y a des accords commerciaux avec il y a l'Alliance du Pacifique avec le Chili, la Colombie, le Pérou et plusieurs autres accords. Hein. C'est un des pays d'Amérique latine qui a signé le plus d'accords commerciaux. Je ne sais pas, Sébastien Nieto-Parra, Sébastien, est-ce que vous pourriez nous donner votre lecture là-dessus? Oui. Tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous et de discuter sur le Mexique. Juste avant que le Covid-19 arrive en France, on a fait une discussion sur le Mexique ici même et on a parlé de la situation économique et sociale du pays. Donc c'est intéressant de voir ce qui s'est passé depuis au Mexique, surtout au niveau économique et social. Et dans ce sens-là, bien entendu, on a eu, en termes de commerce international, une chute importante des exportations mexicaines l'année dernière, et surtout, en 2020, et avec une bonne nouvelle en 2021, avec une croissance plus importante des exportations
par rapport à la chute qu'on avait eue en 2020. Donc ça, c'était le premier constat qu'on avait vu en termes d'exportation. Donc c'était une chute de presque 8% en 2020 et avec une augmentation de 16% en 2021. Donc ça, c'est une économie qui est très ouverte, l'économie mexicaine, surtout aux États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les exportations mexicaines aux États-Unis représentent plus de 80%. Donc c'est un chiffre très élevé. Maintenant, de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est que les exportations mexicaines en Amérique latine représentaient 4% avant la crise Covid. Maintenant, elles ne représentent plus que 3%. Donc, c'était déjà pas très élevé, mais surtout avec la crise, on voit le manque d'intégration régionale qu'on a dans la région. Avec l'Union européenne aussi, on est en train de parler de presque 3% uniquement des exportations mexicaines. Donc, il y a une grande dépendance des États-Unis qui reste après le Covid et surtout, on voit la nécessité d'augmenter la diversification économique du pays et d'intégrer plus de valeur ajoutée. Certes, il y a des bons exemples de création de valeur ajoutée au Mexique, mais il ne faut pas voir uniquement le chiffre total des exportations, mais surtout la valeur ajoutée créée, l'emploi formel qui est créé au Mexique. Et là encore, il y a des défis importants. Avant la crise de Covid-19, on parlait d'une récession déjà au Mexique. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, quand on était ici même, on parlait d'une croissance qui était de moins 0,2% au Mexique en 2019. Certes, l'Amérique latine, déjà, il n'y avait pas de croissance en 2019. Avec la crise de Covid-19, la récession elle a été de presque 8% au Mexique, donc plus élevée de ce qu'on a eu au total de l'Amérique latine, qui était presque de 7%. Donc, à nouveau, il faut penser quels moteurs de croissance sont nécessaires au Mexique, quel type de demande interne il faut dans le pays. D'abord, au niveau de l'investissement, mais aussi de la confiance pour augmenter non seulement l'investissement public, mais aussi privé. Et ça, c'est des facteurs très importants dans le commerce international. Si l'on veut vraiment augmenter la compétitivité et certes la productivité, il faut passer aussi par des investissements importants qui sont nécessaires au Mexique. La bonne nouvelle, et on parlait aussi avant la crise de Covid-19, c'est au niveau budgétaire. C'est un pays, si l'on compare avec le reste de l'Amérique latine, où il y a un espace budgétaire vraiment pour faire des investissements plus importants de ce qu'on pourrait dans d'autres pays de l'Amérique latine. Avec la crise de Covid-19, on a vu que les impôts, et ça c'est très intéressant, les impôts ont augmenté, le ratio impôt sur PIB ont augmenté au Mexique de presque 10%. Donc, en termes d'espace budgétaire et surtout en termes de politique fiscale, donc c'est une grande nouvelle par rapport à ce qu'on a dans l'Amérique latine dans son ensemble. L'Amérique latine dans son ensemble, on a vu que les impôts sur le PIB ont descendu de presque 4%. Donc c'est vraiment un cas à part, celui du Mexique par rapport à l'Amérique latine. Et là, on voit vraiment l'hétérogénéité de l'impact de la crise au niveau fiscal. Et surtout, on a encore aujourd'hui un niveau d'endettement public par rapport au PIB qui est de presque moins de 42% du PIB. Donc ça, c'est encore moins élevé du 60% du PIB qu'on a en Amérique latine et beaucoup moins élevé dans certains pays que je ne voudrais pas nommer ce soir, où on a encore des chiffres importants et où il y a risque de renégociation des dettes souveraines. Donc là, c'est vraiment une opportunité d'augmenter des investissements pour la création d'emplois formels, parce que c'est encore une économie où l'informalité reste très élevée, et surtout des politiques qui aident à l'inclusion sociale. Donc on pense qu'il y a une marge de manœuvre assez intéressante au niveau budgétaire. Au niveau monétaire, c'est différent. Au niveau monétaire, comme le reste de l'Amérique latine, et on le voit aussi aux États-Unis, donc il y a des augmentations des taux d'intérêt vu l'augmentation du taux d'inflation
qu'aujourd'hui est presque de 7%. Donc déjà la Banque centrale a commencé ces augmentations de taux d'intérêt et qui est actuellement à 6%, c'est les taux d'intérêt au Mexique. Donc ce n'est pas au niveau monétaire. Là, Banxico fait un très bon travail. C'est une banque centrale indépendante, très crédible et qui évite que justement les inflation expectations, les anticipations sur l'inflation n'augmentent pas davantage. Donc il faut penser surtout sur le point budgétaire. Cette reprise et surtout augmentation de la productivité et compétitivité et avoir une meilleure diversification du commerce au Mexique. Merci, Sébastien. Et ça doit faire plaisir aux investisseurs quand on dit qu'il y a de l'espace pour la dépense publique et l'infrastructure. Voilà. Christophe, voulez-vous ajouter quelque chose à ce point sur la diversification des échanges? Alors, ça marche? Non. Là, ça va marcher. Voilà. Oui, alors bon, comme je disais tout à l'heure, encore une fois, moi je reste toujours avec ce fil à plomb où le Mexique c'est vraiment assez paradoxal du fait qu'on a vraiment encore une fois sur le plan macroéconomique des performances qui sont assez, disons, j'ai envie de dire dans les standards un peu des pays de l'OCDE d'ailleurs, dont le Mexique fait partie, mais de l'autre côté qui produisent quand même des effets de développement inégal, voire de mal-développement tout à fait terrible dans la société mexicaine. Alors la question de la diversification, moi je la vois de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il est clair que le Mexique, sa trajectoire économique, c'est l'Amérique du Nord, là-dessus il n'y a pas de doute, tout ce qui peut être fait avec les Européens, avec les Français, on a un représentant d'Alstom avec nous ce soir, il y a des choses très poussées qui se font de manière sectorielle entre les Européens, les Français et le Mexique. C'est le premier partenaire avec le Brésil et la Colombie, etc. Bon, mais je veux dire, l'avenir du Mexique ne sera pas l'Europe du point de vue économique, c'est les États-Unis, c'est très clair, pour des raisons économiques. En fait, d'un mot, le Mexique, il est intégré aux chaînes de production et aux chaînes de valeur des États-Unis. Fondamentalement, si je voulais être un peu schématique et peut-être un petit peu provocateur, je dirais que le Mexique, c'est un peu le Mittel Europa des États-Unis, d'une certaine manière. C'est là le pays dont la fonction est d'abord d'être une économie d'assemblage pour les chaînes de production nord-américaines dans le cadre de l'accord de libre-échange bien connu entre Mexique, Canada et États-Unis. Donc ça va rester ça, si vous voulez. Et je pense en plus que le Mexique, et López Obrador qui nous intéresse ce soir, n'a pas en réalité d'autres projets que celui-là. Si on s'intéresse par exemple à sa vision régionale de l'économie à López Obrador, on se rend compte de quoi? On se rend compte de la chose suivante. López Obrador, ce qu'il veut négocier avec les Américains, c'est un deal qui soit plus avantageux pour le Mexique, personne ne lui en voudra, c'est son métier, c'est son job, si on peut dire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand par exemple vous regardez les conclusions du sommet de la communauté des États latino-américains et caribéens, la CELAC, qui s'est tenue le 17 septembre 2021, c'est pas très vieux, à Mexico. C'était la première fois d'ailleurs que cette institution, ce forum se réunissait depuis 2017, pour d'autres raisons de divergence politique, etc. en Amérique latine, mais sans le Brésil qui n'est plus membre. En tout cas, qu'a proposé López Obrador? C'est très intéressant. On a retenu dans la presse qu'il avait proposé de faire de l'Amérique latine une nouvelle CEE, c'est-à-dire la version d'avant l'Union européenne, la communauté économique européenne. Mais en fait, souvent les médias, et là c'est parfois le cas, n'ont pas été au bout en fait de la déclaration et du raisonnement du président mexicain, parce que à quoi il faisait allusion? En fait, il faisait allusion à l'équivalent d'une sorte de CE entre l'Amérique latine, les États-Unis et le Canada. Donc en fait, la vision de l'intégration et de la diversification économique de López Obrador, c'est une vision qui viserait à faire finalement des Amériques, du continent, un marché commun, dans un premier temps,
continentale, qui est un peu finalement l'idée qu'avaient dans les années 90 les administrations de Clinton puis de Bush avec la défunte, qui n'a d'ailleurs jamais existé, Alca, hein, on se souvient de ça, bon, c'est une autre époque, je ne vais pas développer trop, mais qui a échoué en 2005 pour des raisons politiques. Mais en fait, AMLO, finalement, même si évidemment on imagine que les contours seraient un peu différents, son projet pour le Mexique, c'est d'être finalement la tradition mexicaine, de rester un peu comme ce chaînon intermédiaire entre l'Amérique, le Sud, en quelque sorte, l'Amérique latine, et l'Amérique du Nord. Il se voit toujours comme ça. Alors ça veut dire quoi? Grosso modo, et je vais peut-être vous surprendre, moi ça m'a surpris, López Obrador a proposé à la CELAC, et il l'a écrit noir sur blanc à Joe Biden dans une lettre qu'il lui a adressée publiquement, de dire aux Américains, ben voilà, nous on veut des meilleurs deals dans les accords commerciaux qu'on a avec vous. On veut pouvoir augmenter les salaires plus, on veut pouvoir avoir un développement plus autonome dans certaines filières, on veut des financements de la coopération américaine, pas que pour vous acheter de l'armement et du conseil sécuritaire, on va le faire bien sûr, mais on veut aussi de l'argent pour que vous appliquiez notre plan qui est celui de développer les pays d'Amérique centrale pour tenter de tarir les flux migratoires qui vous embêtent à Washington. Et dernier point, et c'est là où je voulais en venir, pour diversifier le Mexique, il dit aux États-Unis, moi ce que je vous propose, c'est un nouveau deal, c'est toute l'Amérique, toutes les Amériques dans un marché intégré commun, et nous, on va vous aider à faire ce que vous voulez, c'est-à-dire à, disons, vous affranchir partiellement de votre dépendance à l'Asie. Et donc, il ne propose pas une modification, si vous voulez, du profil du rôle économique du Mexique dans la région. Il propose à la fois un approfondissement, une consolidation de ces liens, mais avec un accord qui soit régional et qui permette au Mexique de jouer sa carte précisément comme, disons, fabricant pour les États-Unis avec une montée en charge dans la valeur ajoutée de ce que produit le Mexique. Voilà ce qu'il veut, mais dans le cadre de l'insertion toujours, et il n'a pas d'autre plan que ça, du pays dans les chaînes de valeur américaines, mais avec des avantages comparatifs plus forts pour les acteurs, le patronat mexicain. Et c'est ça la vision de la diversification de l'économie mexicaine. Et si je voulais être tout à fait complet, j'ajouterais, mais on va en parler tout à l'heure, la relance du secteur énergétique dans ce cadre-là comme un nouveau relais de croissance pour le pays. Très intéressant. Merci Christophe. Alors ça nous amène, ça fait le lien avec la prochaine question qui porterait sur la politique étrangère. Le Mexique a toujours eu une politique de non-ingérence et évitant d'avoir à subir des interventions venant de l'extérieur. Alors, ça serait intéressant, je vais demander à Jean-Jacques Kuryansky de nous expliquer comment cette politique traditionnelle du Mexique s'exprime dans l'esprit du président López Obrador. Le président López Obrador se trouve dans la continuité de ses prédécesseurs. Donc, comme je vous renvoie à une phrase bien connue de l'ancien président dictateur Porfirio Díaz, qui disait « Le Mexique, malheureusement, est si loin de Dieu, si proche des États-Unis ». Donc c'est le problème fondamental du Mexique, comment préserver sa souveraineté alors que notre voisin est la première puissance économique, la première puissance diplomatique, la première puissance militaire du monde. La réponse, on la trouve d'ailleurs en lisant la Constitution mexicaine, qui, dans son article 89, insiste lourdement, je dirais, il y a un paragraphe assez long, et de façon répétitive sur le respect de la souveraineté, l'égalité entre tous les États, la nécessité de résoudre les conflits par la négociation et de coopérer de façon égalitaire entre les États. Donc ça a toujours été le problème fondamental des gouvernements mexicains qui ont cultivé une sorte d'isolement, y compris par rapport aux Nations Unies, où très souvent d'ailleurs les Mexicains, les gouvernements mexicains ont été absents de l'Assemblée générale. Il y a eu une petite évolution à l'époque du prédécesseur d'Andrés Manuel López Obrador, quand le gouvernement mexicain a décidé de participer à certaines opérations de paix des Nations Unies, mais en nombre limité. Il n'y a qu'une 15 ou 16 militaires mexicains qui sont un petit peu éparpillés dans des zones de conflit.
Donc le président Andrés Manuel López Obrador a repris le flambeau. Alors on aurait pu penser, parce qu'il y a quand même eu un moment de rupture, une continuité dans la rupture à l'époque du président Salinas de Gortari, qui a pensé qu'au fond, la meilleure façon de préserver la souveraineté, c'était d'avoir des relations contractuelles avec le Canada, mais surtout, excusez-moi, Madame l'ambassadrice, avec les États-Unis, d'où la signature de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Mais bon, lorsque cet accord a été dénoncé par le président Trump et qu'il a fallu en renégocier un autre, donc au Mexique on appelle le TEMEC, Traité Mexique-États-Unis-Canada, les négociateurs ont été non seulement ceux du président qui allait partir, le président Peña Nieto, mais aussi ceux donc du président Andrés Manuel López Obrador. Donc, effectivement, comme ça a été rappelé de façon très documentée, Andrés Manuel López Obrador est très conscient du poids que représentent les États-Unis et que la meilleure façon pour le Mexique de préserver son autonomie, sa souveraineté, c'est d'avoir des relations contractuelles et d'essayer de jouer à la marge. Cette marge peut être effectivement l'Amérique latine, elle peut être l'Union européenne, elle n'est pas la Chine, à la différence d'autres pays latino-américains. Les Mexicains, le président López Obrador a parlé de façon très précise et assez souvent de cette question-là, considèrent que la rivalité entre Chine et États-Unis est une opportunité pour le Mexique et pour l'Amérique latine, dans la mesure où l'Amérique latine peut apporter son soutien aux États-Unis en échange, bon, évidemment, d'un certain nombre de retombées respectueuses des souverainetés mexicaines et latino-américaines. Alors, sur le plan des conflits, par exemple, des conflits internationaux, quelle est la position du Mexique ? Alors, la position du Mexique est conforme à ce que dit la Constitution mexicaine, dont je vais prendre un exemple. Il y a eu des élections au Nicaragua récemment. La position du Mexique a été la suivante. Les élections au Nicaragua ne sont pas respectueuses de ce qu'on peut attendre d'un État démocratique. Le Mexique condamne le processus tel qu'il s'est passé au Nicaragua. Mais nous sommes contre toute forme de sanctions prises par l'OEA, l'Organisation des États américains, dans la mesure où le Mexique considère que les relations ne sont pas des relations avec des gouvernements, mais avec des États. Donc c'est une doctrine qui date des années 30, la doctrine d'Estrada, Genaro Estrada, un diplomate mexicain qui avait théorisé pour le Mexique cette doctrine de la non-intervention. On retrouve, en ce qui concerne la crise ukrainienne, il se trouve que le Mexique, je ne sais pas si c'est une opportunité ou une malchance, le Mexique était déjà membre non permanent du Conseil de sécurité au moment de la crise irakienne en 2003. Il est, pour l'année 2021, les années 2021 et 2022, également membre non permanent du Conseil de sécurité. Le président Manuel López Obrador est allé le 9 novembre dernier devant le Conseil de sécurité pour parler non pas de la meilleure façon de résoudre une crise à chaud, mais pour proposer au Conseil de sécurité de travailler à la racine des crises et donc d'avoir un fonds. Il a proposé la création d'un fonds pour le bien-être et la solidarité internationale. La crise ukrainienne s'étant accélérée, cette proposition étant à long terme, le Mexique a été contraint de se prononcer et donc il a, le 31 janvier, voté avec les États-Unis, le Royaume-Uni et la France pour qu'il y ait une réunion spéciale du Conseil de sécurité dédiée à l'Ukraine. D'autres pays non membres du Conseil de sécurité se sont abstenus, la Chine et la Russie ont voté contre, mais le Mexique donc a suivi la position des États-Unis et des membres européens permanents du Conseil de sécurité. Alors bien sûr, le représentant du Mexique a expliqué
la Russie, les explications données par le représentant de la Russie n'étaient pas convaincantes, mais qu'il fallait, comme le dit la Constitution mexicaine et la tradition mexicaine, respecter la nécessité de résoudre ce conflit par la voie du dialogue. Pour terminer, je dirais, je rappellerai quand même un fait qui est particulièrement intéressant, qui montre bien le poids de cette forte tradition d'isolationnisme, je dirais presque du Mexique vis-à-vis de la société internationale. Comme Hernán Cortés en 1521, la comparaison ferait bondir certainement AMLO, mais elle s'impose. Il s'est séparé de toute la flotte aérienne de la présidence et du gouvernement mexicain. Tous les avions sont en vente, comme pour marquer l'opinion, pour dire « je ne voyagerai pas à l'étranger ». Donc j'en parlais tout à l'heure, comme à l'époque où il était maire de la ville de Mexico. La preuve, je n'ai plus d'avion. Et effectivement, si on regarde l'activité internationale du président mexicain, il a beaucoup reçu, enfin il reçoit tous ceux qui frappent à la porte de la présidence du Mexique, mais il n'a pratiquement jamais voyagé, sauf aux États-Unis. Depuis sa prise de fonction le 1er décembre 2018, il a voyagé 3 fois aux États-Unis. Alors il a annoncé, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, et qui rappelle sa stratégie en matière d'échanges commerciaux avec les États-Unis, il a annoncé récemment, il y a quelques jours, je vais sans doute très prochainement me rendre en Amérique centrale. Donc là, il retrouve d'ailleurs un des grands projets mexicains, le plan Puebla-Panama, etc. Bon, un projet qui est ciblé sur 3 pays qui sont à l'origine des flux migratoires, le Honduras essentiellement, mais aussi le Guatemala et le Salvador. Donc, dès sa prise de fonction, il avait annoncé que le Mexique ferait un effort particulier selon la même stratégie, qui est d'essayer de travailler dans la durée et donc de tarir les raisons économiques poussant un certain nombre de Centra-Américains à tenter d'émigrer vers les États-Unis. Il en avait convaincu son homologue des États-Unis à l'époque, le président Trump, et donc il a repris relativement tardivement, compte tenu d'un certain nombre de malentendus avec le président Biden, qui ont été résolus au mois de juin dernier. Donc le projet a été repris. Et donc, il va y avoir une action conjointe financière de coopération des États-Unis et du Mexique en direction des 3 pays d'Amérique centrale que je viens de citer. Et c'est la raison pour laquelle donc, le président AMLO, Andrés Manuel López Obrador, a annoncé qu'il allait annoncer la bonne nouvelle aux intéressés en voyageant chez eux. Ajoutant, c'est vrai, depuis 3 ans, je ne suis allé qu'aux États-Unis, il est temps que je regarde vers le sud. Merci, M. Kloviansky. En fait, si je comprends bien, cette initiative avec les 3 pays d'Amérique centrale, c'est pour aider à mettre un frein sur la migration illégale qui passe évidemment par le Mexique. Alors, c'était une façon d'apaiser à l'époque Trump et de dire, bon, on va collaborer et puis pourquoi pas cofinancer des projets, infrastructures et autres dans ces pays d'Amérique centrale pour créer de l'emploi et pour que ces migrants n'essaient pas d'atteindre les États-Unis. C'est ça. Et je pense que le Mexique, à la fin, le Mexique est devenu un pays tiers pour l'immigration. Pas statutairement, mais de fait, oui. Oui, oui, le Mexique, sur cette question-là, certains commentateurs ont dit que le Mexique fait le ménage et la police pour le compte des États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mur. Biden a renoncé à construire un mur qui était l'initiative la plus spectaculaire qu'avait annoncée Donald Trump pour freiner l'immigration venant du Sud, mais il y a un mur policier donc, qui est assuré par le Mexique. Les États-Unis s'étant montrés particulièrement pressants, et ce qui a d'ailleurs eu des incidences en matière de sécurité intérieure. Donc le président López Obrador, comme candidat, avait annoncé que le Mexique allait créer une sorte de gendarmerie, la garde nationale, qui allait se substituer à la police fédérale mexicaine, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui ne présentait pas les garanties morales suffisantes. Mais cette garde nationale est pour l'essentiel
en raison justement des pressions américaines. Il n'y a pas de mur, mais la garde nationale mexicaine est pour l'essentiel sur la frontière sud, frontière du Guatemala, et sur la frontière nord. D'accord. Merci. Alors, ça nous amène à parler, peut-être revenir un peu sur la politique interne. Le président López Obrador, durant sa campagne électorale, s'était engagé à lutter contre la corruption, la violence et le crime organisé. Quel bilan peut-on tirer après 3 ans et demi au pouvoir? Est-ce qu'on peut dire que la sécurité au Mexique a des chances, on ne peut pas dire qu'elle s'est améliorée, mais est-ce qu'elle a des chances de s'améliorer suite à l'introduction de différentes mesures sécuritaires? Et aussi, comment finalement le Mexique pourrait mieux contenir le crime organisé? Je pense que la garde nationale qui avait été mise sur pied visait aussi à enrayer la criminalité et la sécurité, à compenser pour l'inefficacité de l'armée qui avait été mise à contribution pendant un certain temps, mais malheureusement, il y avait eu des problèmes de corruption au sein de l'armée, si je comprends bien, qui n'avait pas été plus exemplaire que la police. Et on avait fait venir l'armée, ça c'était bien avant le président López Obrador. Et puis là, il y a la garde nationale qui peut-être pourrait avoir un rôle à jouer parce qu'on sait que les cartels, en fait, c'est devenu du commerce, non pas seulement pour la drogue, mais aussi des passeurs pour l'immigration illégale. Alors, Christophe, est-ce que vous voulez répondre un peu à cela? Oui, alors là, répondre, ça va être très ambitieux, parce que le sujet est immense. Écoutez, bon, de toute façon, López Obrador, si on s'intéresse, on en a parlé au début de la réunion, à ce qu'il pense, à sa pensée, à sa théorie politique, c'est quelqu'un dont tout le programme et tout, quand on lit ses ouvrages qu'il avait rédigés avant de devenir président et qui ont été la colonne vertébrale de son programme politique, la question de la corruption, elle est au cœur de tout. C'est-à-dire que López Obrador considère que la corruption, c'est, si vous voulez, le problème central par lequel tous les autres problèmes mexicains passent, se nouent et se reproduisent. Et il considère que la corruption n'est pas, et à mon avis il a raison, n'est pas au Mexique, comment dirais-je, quelque chose qui surplombe ou qui est à côté de la société. Il pense que la corruption est la société mexicaine et que la corruption, elle est dans l'État, elle est l'État. Elle n'est pas que, disons, le côté un peu folklorique et esthétique des cartels, des narcos, etc., bien sûr. Mais tout ça, c'est quelque chose qui est imbriqué, qui est en fait fusionné à l'État, aux institutions. Et donc, la corruption, elle est institutionnalisée et elle se reproduit, elle reproduit tout le reste avec. Bon, je schématise un peu sa pensée, mais c'est ça. Et c'est en luttant contre la corruption, à tous les étages de la société mexicaine, que López Obrador pense qu'on va pouvoir assainir le pays, le ramener vers les rives, disons, de la démocratie réelle, l'assainissement généralisé, et que c'est grâce à la lutte contre la corruption que sur le plan économique et social, il va pouvoir développer ces réformes, parce qu'en prenant l'argent de la corruption qui représenterait, là aussi je mets le conditionnel parce que ça ce sont des évaluations, à peu près au Mexique certainement aux alentours de 10 points du PIB annuel, eh bien on trouverait les ressources financières, les mannes financières qui permettraient à ce gouvernement de lutter contre la pauvreté, les inégalités sociales, de moderniser le pays et de l'autonomiser, etc. sur le plan géoéconomique. C'est à peu près ça, si vous voulez, le programme d'AMLO quand il arrive en 18 au Mexique, etc. Puis après, on a nos affaires de Covid qui démarrent et tout ça. Bon, ça, c'est pour planter le décor. Alors, dans ce contexte-là, la question de l'insécurité, des narcos, etc. Bon, López Obrador a voulu changer de paradigme sur la base d'un constat tout à fait indiscutable à mon sens, c'est l'échec cuisant de ce qui a été essayé avant. Ce qui a été porté par le PAN, en particulier par le PAN avec Felipe Calderón à partir de 2006, la guerre contre les drogues, qui est un peu l'adaptation mexicanisée finalement du paradigme de Nixon en 69, etc. Et tout ça. Bon, en gros, je fais court aussi, détruire l'offre, c'est une politique de destruction de l'offre de la production de drogue,
et éradiquée par une militarisation de la lutte contre les crimes organisés, faisant de la question de la drogue finalement une question sécuritaire. Bon, López Obrador dit en fait c'est pas ça, c'est un échec. D'ailleurs, au Mexique, il y a entre 250 et 350 000 morts quand même, hein, il faut le rappeler, depuis 2006. C'est le théâtre où il y a le plus d'homicides après, si on met de côté les territoires où il y a des conflits militaires dans le monde, hein, c'est au Mexique que c'est les taux les plus élevés. Et donc, il dit qu'il faut changer de paradigme. En fait, il ne faut pas considérer cette question comme une question strictement sécuritaire, il faut la penser comme une question de santé publique, comme une question de la société, et il faut changer le mode d'approche. Alors, le mode d'approche qu'avait voulu initier AMLO, et là j'en arrive à votre question Geneviève, c'est, eh bien, on va enlever aux militaires le pouvoir et la stratégie et l'opérationnel sur la lutte contre la drogue, et on va lutter contre finalement les racines qui permettent aux narcos de pulluler et de se reproduire, c'est-à-dire pauvreté, inégalité, incapacité de l'État à fournir les droits fondamentaux des individus sur l'ensemble du territoire, quand il n'y a plus d'administration, quand il n'y a pas d'opportunité de travail, quand il y a pauvreté absolue, etc., il n'y a pas d'école et tout ça et tout ça. Bon. Parce qu'évidemment, la difficulté, c'est que le crime organisé et la corruption, ce sont des modes aussi, là je n'ai pas de point de vue moral quand je vous dire ce que je vous dis, ce sont des mécanismes et des organisations sociales qui organisent aussi de certaines formes de solidarité et de survie. Hein, quand vous avez des États qui sont défaillants, voire faillis, et le Mexique est quelque part entre ça. Hein. Bon, il dit sur le plan technique qu'il faut récupérer dans le civil le pouvoir de tout cela. Bon, et c'est ça qui a échoué. C'est-à-dire que la criminalité et le nombre de morts et la violence n'a cessé d'augmenter sous AMLO. On est à peu près à 35 000 morts par an. Une criminalité qui ne s'est pas du tout arrêtée. Il a pensé à un moment donné, parce que là aussi ça peut choquer, mais au Mexique, vous ne gouvernez pas contre le narcotrafic. Ce n'est pas vrai. Le narcotrafic, c'est le pouvoir. Donc, vous devez dealer. Vous devez dealer. Soit vous dites aux narcos, en gros, on vous laisse tranquille, mais en échange, on vous demande qu'il n'y ait plus de violence. Vous arrêtez de mettre du sang dans les rues, ça commence par ça. Et on a un modus operandi à peu près, et vous ne mêlez pas de la politique, et on ne se mêle pas de vos affaires. Et à côté de ça, on va essayer de trouver des moyens de cautériser ou d'arrêter tout ça. Et que dit AMLO ? AMLO, il dit, je ne peux pas, moi, détruire tout ça et arrêter la corruption si les mécanismes, en particulier financiers, permettent que tout ça existe. Et López Obrador dit, on ne peut pas lutter contre le narco et la criminalité, pas simplement en tuant, en décapitant des chefferies, en arrêtant El Chapo Guzmán, parce que ça recommencera toujours. Il y aura un nouveau chef, il y aura un nouveau clan, il y aura une atomisation des cartels qui vont se reproduire ailleurs, un peu plus loin, et sophistiquer leur manière de travailler, et continueront de corrompre et de violenter la société. Donc ce qu'il faut faire, c'est par exemple casser les mécaniques de paradis fiscaux. Il faut qu'on trouve des solutions à comment on peut, disons, couper les canaux financiers qui permettent le blanchiment d'argent, et ça à 80% dans l'économie légale mexicaine. Le narcotrafic, c'est le PIB mexicain dont on parle depuis tout à l'heure. Bon, la corruption, c'est ça. Bon, vous voyez que le chantier est énorme. Mais López Obrador dit, c'est ça que je fais ou je ne fais rien. Simplement, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a commencé son plan avec, pacifier les relations avec les narcos, mais ça n'a pas marché. 2, la criminalité a augmenté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en décidant d'enlever aux militaires le pouvoir sur tout cela, et en revenant en civil, il s'est retrouvé dans un piège qu'il a lui-même creusé. C'est l'affaire de la garde nationale. Parce qu'en gros, il a dit, vous savez qu'au Mexique, vous êtes dans un pays à 31 États où chaque police est fédérale, il n'y a pas de, c'est un peu comme aux États-Unis, il n'y a pas l'équivalent comme en France d'une gendarmerie, ça n'existe pas au Mexique historiquement. Et justement, c'est ce qu'il veut construire. Il veut construire une sorte de police nationale qui n'existe pas et qui va être civile sous le commandement du politique et qui va être pas corrompu et qui va être bien payé, bien formé, ce qui n'existe pas au Mexique, et qui va lutter contre le narco comme il faut, etc. C'est ça son plan. Simplement, il a l'objectif de 110 000 hommes à la fin de son mandat pour cette police. Il n'y est pas du tout. Donc en fait, ce qui se passe, et pour ne pas être trop long, je suis désolé si c'est un peu schématique, c'est
en fait, en mettant en place un nouveau système sécuritaire basé sur le civil et la formation d'une police nationale, en fait, il a déséquilibré un système qui était en échec, qui ne fonctionnait pas, qui est responsable de 300 000 morts, qui est responsable de l'augmentation de la production malgré tout ce qui a été fait et de l'acheminement des drogues vers les États-Unis, qui est responsable de 2 millions d'armes qui passent des États-Unis au Mexique et qui arment la société, etc. Et la liste pourrait être très très longue comme cela. Eh bien, il a en même temps déstabilisé ça. C'est-à-dire que maintenant, du coup, comme tout ça, c'est censé être arrêté, qu'on fait autre chose, le narco en profite pour avancer et prendre des espaces dans son domaine. Et on est bloqué avec ça. Donc en fait, on a lutte d'influence, recomposition des cartels entre eux, etc., liés à la guerre contre la drogue. Et puis on a une espèce de paralysie finalement du dispositif parce que López Obrador n'a pas encore fait sa transition entre du militaire au civil. Et à tel point que ça ne marche pas, que lui-même l'a vu, il ne l'a pas admis. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu en arrière. Il a décidé de relaisser aux militaires le pouvoir sur la criminalité en mettant des généraux et des militaires à la tête de cette police qu'il veut former. Et il a pris un décret où il dit que jusqu'en 2024, c'est-à-dire la fin de son mandat, eh bien, c'est quand même les militaires qui vont continuer à s'occuper de cette affaire-là. Et donc, il y a 80 000 militaires au Mexique qui sont dans les rues et qui se battent contre les narcos et qui continuent de faire ces 35 000 morts chaque année. Donc c'est un échec du point de vue formel, mais je vois moi dans ses limites et dans ses contradictions les raisons, en fait, si vous voulez, de cette situation sécuritaire. Alors c'est un échec, ça n'a pas réussi et il est peu probable, à mon sens, que López Obrador arrive en fait aux objectifs qu'il s'était donnés de modification du paradigme de la lutte contre le narco et que, aussi bien en matière de lutte contre les effets qui, disons, nourrissent le terrain sur lequel le narco prospère, inégalité, pauvreté, etc., impunité de l'État, etc., et destruction de l'État, eh bien, il est peu probable qu'en 2024, il renverse la situation et il n'aura pas réussi, peut-être aura-t-il semé les graines qui continueront après, mais en tout cas, en 2024, il n'aura pas atteint ses objectifs et la violence n'aura pas reculé au Mexique. Mais là où moi je ne veux pas lui mettre la tête sous l'eau, si vous me permettez l'expression, à López Obrador, c'est que la question ne peut pas être réglée que par López Obrador et son gouvernement. Elle ne peut être réglée que par une logique beaucoup plus intégrale qui interroge les États-Unis sur leur rapport à tout ça. C'est le premier marché de consommation des drogues, les États-Unis au monde encore aujourd'hui. Pourquoi les États-Unis continuent de consommer ces drogues? Question ouverte. Pourquoi ces drogues eh bien, ne font pas l'objet d'un renouveau de l'approche par rapport à leur traitement, à leurs questions militaires ou civiles, et pourquoi il n'y a pas de choses qui sont faites contre disons, la circulation des armes au Mexique, ou si peu. Enfin bref, il y a des questions qui sont posées aux États-Unis, à la communauté internationale, et pourquoi ces questions-là ne sont pas traitées à la hauteur où elles devraient être en termes de système financier international. Pourquoi toutes ces choses-là bien, peuvent utiliser les canaux que vous utilisez lorsque vous êtes entrepreneur ou que j'utilise quand je suis un citoyen qui a des banques et je dois faire un transfert financier à quelqu'un au Mexique et que tout ça passe par les mêmes canaux. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont faites, il y a le GAFI, etc. Mais pourquoi l'infrastructure financière permet aussi au crime organisé de continuer à être l'un des acteurs de fait de la mondialisation de l'économie? Et ça, c'est des questions auxquelles on ne peut pas demander à López Obrador, à son prédécesseur ou à son successeur, de répondre seul. Merci Christophe, c'est très éclairé comme analyse. Il faut rester positif et puis en fait... Est-ce que je pourrais dire un mot? Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, la question qu'on peut se poser, c'est un problème de ciblage. Est-ce que le président Andrés Manuel López Obrador, en tant que candidat, avait un plan crédible en matière de sécurité? Alors, il avait, comme beaucoup de candidats pendant les élections présidentielles, un programme qui s'affichait contre ce qu'avaient fait ses prédécesseurs en militarisant la sécurité. Et son deuxième point, que l'on retrouve dans sa politique économique extérieure, c'est celui de s'attaquer à la pauvreté, s'attaquer à la corruption, à l'origine des inégalités, de donner du travail aux jeunes qui, comme ils n'en ont pas, se dirigent vers la délinquance. Donc, ça peut marcher, effectivement, mais à moyen terme, à long terme ou à moyen terme. À court terme,
que faire. Donc effectivement, il n'y avait pas de programme crédible, d'autant plus que la garde nationale, sur la pression des États-Unis, a été détournée de son projet initial pour faire de la police migratoire. Donc le résultat, c'est celui-là, avec des batailles entre les forces armées et la délinquance, qui tourne parfois au bénéfice de la délinquance, comme on l'a vu il y a quelques mois, quand le fils du Chapo Guzman a été arrêté par les forces de sécurité mexicaines, puis libéré, dans la mesure où le rapport de force dans la ville de Culiacán était en faveur du cartel de Sinaloa. Donc, le résultat, c'est celui qu'on a aujourd'hui, avec un retour à une vieille tradition du prix que connaît bien Andrés Manuel López Obrador, puisqu'il en a fait partie, c'est celui, effectivement, donc, de négocier un accord avec un cartel qui fait le ménage avec les autres, en échange de quoi ce cartel a des bénéfices que l'on peut imaginer. Le résultat également, donc, c'est qu'il y a une lutte du territoire dont on a pu mesurer les effets au cours des dernières élections, de la campagne des dernières élections législatives, où un certain nombre de candidats, mais aux élections locales, non pas des députés ou des sénateurs, des candidats députés ou sénateurs, mais des candidats aux municipalités, ont été abattus parce que l'enjeu dans cette bataille de la drogue, c'est le contrôle du territoire, et ce contrôle est assuré par les élus locaux qui contrôlent, qui ont sous leurs ordres des polices municipales. L'autre élément, c'est la bataille contre la presse, contre les journalistes. Il y en a eu encore 5 qui ont été assassinés depuis le début de l'année, et l'année ne fait que commencer. Donc le Mexique est le pays du monde où il y a le plus de journalistes assassinés, les journalistes d'enquête qui prétendent révéler un certain nombre de faits de corruption dans un certain nombre de villes et de petites villes mexicaines. Merci Jean-Jacques. Tout ça pour dire que finalement, le renforcement de l'État, c'est difficile et ça ne se fait pas de façon isolée. Et puis, ça prend du temps. Et c'est directement relié, sûrement, comme vous l'avez tous les deux mentionné, sûrement relié à la pauvreté et puis le manque d'alternatives et qui fait que finalement, les jeunes, les futures générations, on ne voit pas d'autres issues que de se joindre à ces cartels qui souvent sont plus puissants que les autorités locales ou régionales. Ça nous amène à parler un peu de la transition énergétique. C'est un autre défi que le Mexique a. Un tiers des recettes publiques de l'État, c'est-à-dire du Mexique, dépendent du pétrole. Et donc, une question, est-ce qu'avec les engagements climatiques planétaires de décarbonisation, est-ce que le Mexique sera en mesure de faire la transition qui s'impose pour se diversifier ses sources d'énergie? Il y a eu des engagements au niveau de la COP 21. Christophe, voulez-vous dire quelques mots là-dessus? Où on en est? Est-ce qu'on s'en sortira? Est-ce que le Mexique pourra devenir moins dépendant des hydrocarbures? Alors, le compte n'y est pas du tout par rapport aux objectifs, en tout cas annoncés par l'accord de Paris et tels que revus à la COP26 de Glasgow. Pour le Mexique, on n'y est pas du tout du moins si on en croit par exemple un site qui s'appelle Climate Action Tracker, qui est un site assez référence de plusieurs ONG qui suivent les négociations et qui donne une sorte de palmarès, en fait, si vous voulez, enfin pas palmarès, mais une sorte de grille de notation des plans, ce qu'on appelle les contributions nationales, vous savez, les contributions déterminées par les États qu'on soumet aux négociations post-COP21. Le Mexique est sur une trajectoire qui s'appelle insufficient critically, c'est-à-dire insuffisamment critique, c'est la pire. Donc c'est en gros, disons, une proposition et une politique qui mènerait, selon leurs calculs, à des scénarios entre plus 3 et plus 4 degrés. Voilà, donc on est un peu loin du compte. Alors évidemment, vous l'avez dit, le pétrole, un tiers, le Mexique, vous savez, c'est le deuxième producteur latino-américain de pétrole aujourd'hui, même si la part
du pétrole a baissé depuis plusieurs années au Mexique. C'est un des, je l'ai dit tout à l'heure, un des axes de développement, que López Obrador voit comme un relais de développement et pour développer le pays et son économie, c'est le pétrole. Hein. Il vient de faire passer sa réforme du secteur énergétique qui revient grosso modo à rendre son monopole de vente et d'achat énergétique à la compagnie, la commission électrique fédérale, donc la compagnie nationale, et qui limite à 46% la possibilité participent au secteur énergétique mexicain les investisseurs étrangers. Hein. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas tellement à Washington pour deux raisons. La première, c'est que, évidemment, ça limite les possibilités des grands groupes énergétiques américains à investir et ça contrevient, en fait, à l'accord Mexique, États-Unis, Canada dont on a parlé. Ça contrevient aux règles du libre-échange, tout simplement, et de la libre concurrence, etc. Et deuxième fois, ça ne plaît pas surtout à Biden parce que ce n'est pas dans la feuille de route de la transition verte que les États-Unis veulent impulser au niveau international, y compris comme un relais de croissance pour leurs propres entreprises dans le monde. Donc ça ne plaît pas trop à Washington, on comprend pourquoi, mais c'est quelque chose justement sur lequel AMLO veut se battre, si je puis dire, et ça fait partie des choses qu'il veut négocier et imposer aux États-Unis en échange de ce qu'on s'est dit dans les interventions précédentes. Donc, aujourd'hui, la filière pétrolière, la filière énergétique, elle reste pour AMLO dans le conventionnel. Même si, et c'est là où ça devient compliqué, en réalité, au Mexique, il y a plein de choses qui sont faites. C'est un pays où il y a eu, en tout cas, beaucoup de choses qui ont été faites en matière de renouvelables au Mexique. Ça a été même un pays qui a été lancé en pointe, en fait, dans les négociations de la COP 21, l'accord de Paris de 2015. Le Mexique a joué un rôle très important dans, le dynamisme et l'animation multilatérale pour arriver à cet accord. Donc c'est un pays qui fait partie de ceux qui a été leader dans les coalitions internationales pour arriver à cet accord, mais dans la mise en place et dans les objectifs, je vous dis, si j'en crois en tout cas ce que je vous ai dit, on n'y est pas vraiment du tout. En gros, le Mexique s'est engagé alors vous savez que dans l'accord, on dit que si on veut rester sur les 1,5 ou les 2 degrés avant la fin du siècle, il faut arriver à la neutralité carbone à la moitié du siècle. Alors le Mexique, ses propositions toutes cumulées, alors je ne vais pas regarder le détail, je vous avouerai, mais grosso modo, le Mexique, il est sur une proposition en 2 temps. Il dit, nous, on va s'engager d'ores et déjà à moins 22% pour 2030. C'est ça l'engagement qu'il donne. Ce n'est pas 2050, c'est pour 2030. On peut monter à 36 si on a des aides internationales. Si vous nous aidez à financer ça, alors oui, on va monter à 36 par de la mitigation, de la résilience, des plans de protection des forêts. Donc il y a des choses. Mais cet objectif ne permet pas de dire que le Mexique va être dans les pays qui vont atteindre la neutralité carbone en 2050 et encore moins la décarbonation de l'économie. C'est encore autre chose, c'est qu'il n'y a plus du tout de production de gaz à effet de serre. J'ajoute que le Mexique, c'est le 11e producteur de gaz à effet de serre au monde. Pour que vous ayez une idée de sa position dans la grille internationale. Donc López Obrador, lui, il dit, il a à la fois un discours du Sud là-dessus, et puis en même temps, il a une conception assez traditionnelle de la question. Traditionnelle parce que conventionnelle, pays pétrolier, ressources financières, devises, développementalisme, comme on dit en Amérique latine, développement d'infrastructures, le grand train Maya du sud-est, on va en parler je crois, etc., les aéroports internationaux, enfin ce que les critiques appelleraient les méga-projets, voilà. Donc il y a tout ça derrière, de l'emploi, du travail, de l'investissement, de la formation, bon ça c'est si on veut voir le bon côté de l'affaire, et puis de l'autre un discours du Sud quand même, là, sur l'idée, si vous voulez qu'on atteigne nos objectifs, respect du principe de responsabilité différenciée. Vous ne nous demandez pas, vous, pays riches qui avez créé la situation pour laquelle vous nous demandez aujourd'hui de venir au secours de la planète, vous ne nous demandez pas la même chose que vous. On peut faire des efforts, mais c'est à vous de les faire d'abord et vous nous aidez à financer nos efforts. En gros, ça, son discours. Et donc, il donne des objectifs graduels, mais qui, d'après, en tout cas, les acteurs de la société civile qui suivent les affaires, ne permettent pas du tout au Mexique d'atteindre des objectifs qui sont objectivement nécessaires, si je puis dire, à la résolution du problème commun que nous avons avec ce dérèglement climatique. Merci Christophe.
Ben, en fait, Jean-Jacques, très brièvement, hein, parce que nous voulons passer à la prochaine question. Non, mais très brièvement, donc effectivement, l'objectif essentiel d'Andrés Manuel López Obrador, c'est de prendre le chemin le plus court pour arriver à assurer des retombées réduisant les inégalités au Mexique. Ce chemin, c'est le pétrole. Donc, parmi les grands travaux qu'il a programmés, il y a une grande raffinerie dans sa région dans sa région d'origine. Et il y a aussi, là on retrouve son objectif de récupérer, que le Mexique retrouve sa pleine souveraineté en matière énergétique, une grande réforme énergétique en cours qui fait l'objet d'un conflit avec un certain nombre de multinationales et qui a provoqué le déplacement il y a quelques jours à Mexico de John Kerry, donc le responsable de ces questions auprès de Joe Biden, qui s'est fait l'avocat du développement des énergies alternatives vertes en disant si le Mexique reprend le contrôle du secteur énergétique, c'est pour développer des énergies à base du fossile, donc du pétrole. Et donc le conflit a trouvé une solution, puisque comme tous les conflits, Mexique, États-Unis, le président Andrés Manuel López Obrador dialogue avec les États-Unis, mais il a tenté de reprendre la main en ouvrant une crise diplomatique violente avec l'Espagne, dont effectivement un certain nombre de sociétés, dont Iberdrola, sont dans le secteur énergétique au Mexique. Merci de cette précision. Probablement que le président López Obrador et les gouvernements qui succéderont n'auront probablement pas le choix de décarboner, puisqu'il y aura, la demande en principe devrait diminuer et il y aura beaucoup de pression internationale pour évoluer dans ce sens. Maintenant, je voudrais demander peut-être à M. Deleur de nous parler du plan de train Maya, parce que c'est quand même une initiative qui rejoint la volonté d'une intégration régionale pour le Mexique, et puis aussi peut-être la transition écologique, la transition énergétique, puisque ce train pourrait se substituer à toutes sortes de formes de transport conventionnels à base d'hydrocarbures. Merci, Madame, tout d'abord de votre invitation. C'est un grand bonheur d'être dans cet endroit magnifique et surtout de pouvoir retrouver quelques amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps avec la pandémie. Peut-être je vais répondre à une question que vous auriez pu me poser avant de répondre à celle-ci. C'est finalement pourquoi, avec tout ce qu'on a dit, des investisseurs étrangers vont encore au Mexique. Et je crois qu'il y a deux raisons fondamentales. Il y a la première qui n'est pas tellement l'essentiel pour Alstom, mais qui va sans doute le devenir, c'est effectivement de s'insérer dans les chaînes de valeur de l'Amérique du Nord. Et c'est le cas, par exemple, pour citer des intérêts français dans l'industrie aéronautique. On sert le marché américain, le marché nord-américain depuis le Mexique en bénéficiant des différences de coûts par rapport entre le Mexique et les États-Unis. Donc ça, c'est vraiment la première raison, et et je dirais que ce soit AMLO ou son prédécesseur ou son successeur, ce sont des tendances lourdes et qui expliquent largement le développement économique du Mexique au cours des dernières décennies. Et puis je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, on n'en a pas du tout, pratiquement pas parlé jusqu'à maintenant, on peut aller au Mexique pour son marché intérieur. C'est quand même, vous l'avez dit au début de cette conférence, un des plus grands marchés du monde, plus de 120 millions d'habitants. Et clairement, pour nous, ce qui nous concerne chez Alstom, c'est là la motivation. Nous sommes au Mexique depuis 70 ans à cause du marché, pour le marché mexicain. Un exemple, comme vous le savez tous, certainement ici, le métro de Mexico City, de la Ciudad de Mexico, c'est au départ le métro parisien, et c'est toute la coopération franco-mexicaine qui est à l'origine de cette réalisation, qui est tout à fait remarquable, et Alstom a une part très très importante dans cette réalisation. Alors effectivement, avec très grand plaisir, je vais vous parler du train Maya parce que ça va nous permettre à tous de voyager.
et de rêver un peu, je pense aussi. Avant de vous montrer les photos et les vidéos, c'est ça que je vais vous montrer, je crois que ce qui est intéressant par rapport au débat de ce soir, c'est qu'effectivement, c'est un projet majeur de AMLO et qui, de ce point de vue-là, coche toute une série de cases. Il y a effectivement la transition énergétique, vous l'avez dit, effectivement. Souvenons-nous quand même que dès le début, il met un terme de manière assez brutale au chantier du nouvel aéroport de Mexico. Et par ailleurs, il n'y a pas de lien, mais bon, en termes de transition énergétique, c'est pas neutre. Il lance ce grand projet où, effectivement, vous l'avez dit, dans une région hyper touristique et qui souhaite le devenir encore plus, d'introduire un tel projet de mobilité durable par rapport à d'autres modes de mobilité, surtout en Amérique du Nord. Ça ne va pas de soi. Vraiment, c'est pas forcément dans la culture nord-américaine ou même des Amériques en général, parce que latino-américaine, pas beaucoup plus non plus. C'est absolument significatif. Et puis d'autre part, il y a deux autres aspects, je pense, que majeurs. C'est effectivement de l'activité pour l'économie mexicaine, la création d'emplois, et je vais vous montrer pourquoi dans un instant. Et puis, c'est un aspect qu'on dirait en France, un terme assez peu employé en Amérique, d'aménagement du territoire. Et vous l'avez dit aussi, mon voisin, tout au début, l'importance de cette région. Alors, après vous avoir fait attendre, je vais quand même vous montrer les photos. Je ne sais pas si ça marche. Vous allez peut-être le passer pour moi, si ça ne vous dérange pas, ça va être plus simple. Bon, on va passer rapidement sur les slides parce que ça vous explique le projet, mais simplement pour dire qu'il est financé par le fonds Fonature, hein, qui est le fonds de développement du tourisme. Et alors, un aspect important, je ne sais pas s'il est dans ces slides, je n'arrive pas très bien à la lire d'ici, qui est intéressant pour nos analystes de la réalité mexicaine, ce que je ne suis pas, il y a une très grande présence de l'armée dans ce projet, et notamment il est prévu que sur le plan de la construction, d'une part, et puis surtout sur le plan de la destination des recettes, puisque un certain nombre de recettes doivent aller vers les fonds de pension des militaires. Je crois que c'est assez. Je laisse les analystes interpréter ce que cela signifie. Bon, ça c'est la carte. Hein. Il y a plusieurs. Il y a, je crois, 7 ou 8 tronçons qui font l'objet de contrats séparés en matière de construction avec différents opérateurs constructeurs de différents pays, y compris chinois quand même, hein, il faut le noter. On pourra parler, si vous voulez, à un autre moment des Chinois. Ça, c'est le contenu de ce qui est notre contrat avec nos partenaires mexicains, parce que nous avons évidemment des partenaires mexicains. Et puis d'abord, Alstom, comme je vous l'ai dit, depuis 70 ans au Mexique, et dans ce projet, c'est Alstom Mexico qui est le contractant. Et ça, je crois que c'est vraiment important quand vous avez dit tout à l'heure de l'orientation du Mexique par rapport aux Amériques, l'Europe, l'Asie, etc. Bon, évidemment, il y a la géographie, mais je crois que l'enjeu d'un tel projet, c'est que ce soit les entreprises mexicaines qui fassent le projet. Et Alstom, dans ce projet, c'est Alstom Mexico, où nous avons 1500 employés déjà. Alors, il y a trois aspects. Il y a le matériel roulant qu'on va voir. Il y a tout l'ensemble du système ferroviaire qui permet à ce matériel roulant de rouler. Et puis, il y a la maintenance de ce système pendant 5 ans. Et c'est là qu'il y a beaucoup de création d'emplois, donc non seulement au moment de la construction, mais ensuite au moment de sa maintenance pendant 5 ans. Voilà. Et alors, donc, voilà une petite vidéo. Puis après, je vous montrerai l'intérieur du train avant que vous le preniez très bientôt, puisque ça doit être dans 2 ans. On y travaille pour qu'il soit opérationnel dans 2 ans. Es el momento a decidir todo.
Alors, évidemment, c'est cette dernière phrase qui est importante. Un tren para Mexico, hecho en Mexico. Pour quelle raison notre consortium l'a emporté? C'est que nous sommes engagés à faire 70% de la réalisation de ce projet au Mexique, notamment dans notre usine de Sahagún. Alors après, vous pouvez défiler les images, vous voulez défiler sur l'intérieur du train. Il va y avoir 3 types de trains. Un train avec pour des usages plutôt locaux. Ensuite, un train longue distance avec des couchettes qu'on va voir un peu plus loin sur les slides. Et puis, un train uniquement avec des restaurants, de manière à ce que, vous voyez, voilà, c'est ça l'image, les personnes à la fois se déplacent et en même temps se restaurent entre deux étapes. Voilà. Donc concrètement, nos équipes sont déjà en train de le réaliser. Donc je vous l'ai dit à la fois. Donc ça, Alstom au Mexique et dans les Amériques, notamment depuis, Madame l'ambassadrice, notre acquisition de Bombardier, est organisée alors vraiment dans les Amériques. Pour nous, c'est un seul et même ensemble. Et surtout depuis l'acquisition de Bombardier, le siège d'Alstom dans les Amériques est évidemment à Montréal et couvre l'ensemble des Amériques. Pour nous, c'est un seul marché. Et ça, c'est je crois, intéressant. Mais donc, il y a des ingénieurs de l'ensemble des Amériques, aussi bien de l'Amérique du Canada, des États-Unis, du Brésil, qui travaillent sur ce projet, mais également en Europe et notamment évidemment en France, d'où vient une partie de la technologie, bien entendu. Il y a à la fois des éléments qui viennent d'Alstom et puis de Bombardier, notamment le bogie est tout à fait particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, et vient de Bombardier. Et donc c'est avec largement des ingénieurs mexicains. Donc voilà ce que je peux dire sur ce projet. Je crois que ce qui est intéressant, donc les gens travaillent, le train va être fabriqué dans l'usine de Sahagún, et les premières inaugurations ont lieu déjà en fin 2023, et le train doit être opérationnel courant 2024 de manière progressive jusqu'à la fin de l'année 2023. Et cela malgré la pandémie qui quand même n'a pas facilité les choses évidemment. Et c'est cela étant dans ce contexte qu'on a réussi à signer ce contrat et aujourd'hui maintenant à commencer à l'exécuter. Donc voilà, moi je crois que c'est pour moi un peu une note d'espoir pour le Mexique, c'est-à-dire que il y a sans revenir à des concepts très anciens de développement autocentré, mais il y a une capacité au Mexique à utiliser ses propres forces pour créer un développement qui soit soutenable et qui aille dans le sens dans le sens très long, évidemment, de la marche à suivre pour lutter contre le changement climatique. Merci, M. Delahare. Et ça nous donne une note très positive. Et puis, en fait, ça nous amène à un regard sur l'avenir. Effectivement, le Mexique demeurera toujours une puissance économique importante dans les Amériques et un allié incontournable pour non seulement les États-Unis et le Canada, mais aussi la France et l'Europe. Et donc, ça m'amène à la dernière question. Je vais demander à Sébastien Nieto-Parra de nous dire si l'OCDE est optimiste pour les années à venir pour le Mexique. Question facile, bien entendu. Alors, je commence par ce que j'avais dit à la fin sur la situation économique et sociale du pays, en particulier sur le plan budgétaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est de savoir comment on peut en profiter le mieux pour le Mexique. On a parlé, bien entendu, des défis au niveau de la croissance économique qui sont des défis bien avant la crise de Covid-19. Ce sont des défis de comment on augmente la productivité et en même temps, grâce aux investissements, à la création de valeur ajoutée et qui peut créer des emplois formels, mais aussi au niveau social. Donc, quel type de dépenses publiques il en faut mieux focaliser et surtout davantage
en pensant aux défis d'aujourd'hui, post-Covid, qui sont ceux de la pauvreté. Parce qu'il ne faut pas oublier, et là on l'avait dit déjà au début, le Mexique c'est un pays où 50% de pauvreté on a actuellement. Donc avant la crise de Covid-19, on parlait de 40%, mais là on est en train de parler de 50%, et surtout quand on analyse les taux de pauvreté extrêmes, c'est presque de 20%. Donc certes, il faut encore travailler davantage. Sur le plan institutionnel, il y a un changement sur le ministère de Développement social. Ils ont changé le nom de CDSOL à la Secretaría de Bienestar. Donc, avant, c'était Secretaría de Desarrollo Social et maintenant, c'est Secretaría de Bien-être. Donc là, il y a non seulement ces changements qu'il faut faire, mais surtout de comment on peut l'exécuter, implémenter ce type de politique. Et là, il y a certes des bonnes nouvelles, par exemple tous les programmes des pensions de retraite qui ont été annoncés pendant la pandémie et surtout pour les personnes handicapées. Donc ça, c'est vraiment des politiques qui aident à un meilleur bien-être des personnes âgées. Aussi, il y a eu une réforme constitutionnelle en 2020, en pleine pandémie, pour éteindre les programmes d'assistance sociale. Il y a un contexte historique du Mexique. Le Mexique, c'est un des premiers pays en Amérique latine qui ont implémenté les programmes d'assistance sociale conditionnés. Donc là, c'est un cas d'exemple après pour tous les pays d'Amérique latine. Donc c'est comment on répond tous ces programmes d'assistance sociale dans une atmosphère maintenant de reprise économique. Et là, il faut jouer non seulement avec le soutien économique, mais aussi créer les conditionnalités pour la création d'emplois formels. Donc là, c'est lié au capital humain qui est nécessaire. Donc, quel type de soutien aussi au niveau des skills, au niveau des compétences sont nécessaires pour cette population vulnérable. Donc, c'est là où on voit vraiment un effort énorme actuellement au Mexique. Parce que certes, c'est des économies les plus grandes dans le monde émergent. En Amérique latine, c'est la deuxième économie. Et là, aujourd'hui, il y a quand même un défi social qui va de la main avec les défis économiques d'augmentation de la productivité et de la compétitivité dans le pays. Donc, sur le plan fiscal et budgétaire, donc, pratiquement pas de déficit primaire, alors qu'en Amérique latine, on est en train de parler de presque 5%. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais encore des réformes importantes pour mieux dépenser et surtout en profiter de cet espace qu'on a actuellement. Voilà. Merci Sébastien. Alors, je voudrais vous remercier, nos intervenants. Sincèrement, ça a été extraordinaire ce qu'on a appris. Et il faut quand même être positif. Et puis, comme M. Deleur l'a dit, c'est un marché énorme. C'est une force dans les Amériques. Et avec une bonne gouvernance et des bonnes intentions, sûrement la situation va s'améliorer post-pandémie. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci infiniment et à très bientôt, j'espère.